Le millionnaire n'a pas pu se produire pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il rencontre sa gouvernante. Et tout changea cette nuit-là. 3 ans. 3 ans que le silence s'est abattu sur le manoir, prison dorée d'un homme dont la fortune n'égalait que la détresse. Le monde a continué de tourner, lui, figé dans une ombre qu'il semblait incapable de dissiper. Puis, une ombre est entrée. Une jeune femme aux yeux vifs et à l'aura discrète, venue non pas pour servir, mais pour observer. Et dans ce huis clos de désespoir, elle a vu ce que personne d'autre ne voyait. Une étincelle, une promesse. Elle était là pour le réveiller. Mais à quel prix? L'hiver de 2021 a laissé des traces profondes sur le domaine du bois. Les premières neiges s'accumulent sur les vastes pelouses, ensevelissant ce qui fut autrefois un jardin méticuleusement entretenu. Le manoir du bois, une demeure ancestrale imposante, se dresse tel un fantôme de pierre sous le ciel gris. Ses fenêtres, sombres et muettes, semblent observer le vide, reflétant un monde extérieur qui a perdu tout attrait pour son occupant. C'est dans ce décor figé que commence le retrait volontaire d'Antoine Dubois, un magnat des affaires dont la fortune colossale ne parvient plus à masquer la profonde solitude qui l'entoure. L'air est glacial et l'ambiance pesante. Le bureau d'Antoine Dubois est le reflet parfait de son état d'esprit. Un espace autrefois grandiose, désormais envahi par une atmosphère confinée. Des piles de documents poussiéreux s'entassent sur le bureau massif, témoin silencieux d'une activité intellectuelle et professionnelle désormais éteinte. Les livres sur les étagères semblent attendre une main qui ne viendra plus les effleurer. Antoine Dubois, 55 ans, silhouette autrefois imposante mais désormais voûtée par le chagrin, est assis à son bureau. Ses cheveux grisonnants sont négligés, tombant sur son front marqué. Son regard, perdu et souvent absent, balaie la pièce sans la voir réellement. Il porte un costume coûteux mais défraîchi, symbole de sa richesse passée et de son abandon présent. La mélancolie suinte de chaque objet, de chaque ombre. Il tient dans sa main une photographie jaunie, représentant une famille souriante, un bonheur perdu, lointain. Il soupire, un son qui se noie dans le silence du bureau, murmurant à voix basse, 3 ans, 3 longues années de ce néant. Il pose la photographie avec une infinie précaution, comme si elle était fragile comme le verre. Il la tourne pour qu'elle ne le regarde plus. Le jardin, jadis le fleuron du domaine, est maintenant un témoignage du temps qui passe sans être maîtrisé. Des ronces s'entortillent sur les allées, l'herbe pousse de manière sauvage. Les arbres dénudés tendent leurs branches comme des doigts accusateurs vers le ciel. L'ensemble dégage une beauté sauvage, un peu mélancolique, contrastant avec la perfection passée. C'est un espace où la nature reprend ses droits, un écho à l'abandon dans lequel Antoine s'est enfermé. Le salon, immense et orné, est baigné d'une lumière blafarde, filtrant à travers les voilages épais. Chaque meuble est une œuvre d'art, mais aucun ne semble utilisé, tous recouverts d'une fine couche de poussière. Les fauteuils en velours rouge attendent des occupants qui ne viendront jamais. Sur une table basse, une pile de magazines d'affaires récents, intacts, témoigne de l'indifférence d'Antoine au monde extérieur. Le silence règne en maître, seulement interrompu par le tic-tac lent d'une horloge ancienne. Le monde a continué sans moi. Et moi, je n'ai pas continué. Les premiers rayons de soleil du printemps 2024 percent à travers les fenêtres de la cuisine, une pièce autrefois animée et bruyante, aujourd'hui d'une propreté impeccable, mais étrangement vide. C'est ici qu'apparaît Juliette Moreau, 28 ans. Elle a une taille moyenne, une silhouette déterminée. Ses cheveux châtains sont souvent attachés en un chignon pratique, laissant apparaître un visage aux traits fins, encadré par des yeux vifs et intelligents qui observent tout avec une curiosité insatiable. Elle porte une tenue simple mais élégante, adaptée à son rôle de gouvernante. Il y a une douceur dans son sourire, mais aussi une fermeté dans son regard. Elle dépose son sac sur le comptoir, son regard explorant la pièce avec une évaluation rapide et discrète. Juliette Moreau est une nouvelle gouvernante. Son arrivée est loin d'être fortuite. Elle a été attirée par l'énigme qu'est Antoine Dubois, et une intuition profonde la pousse à croire qu'elle peut lui apporter quelque chose. Elle ne cherche pas seulement un emploi, mais une connexion, une opportunité de faire une différence. Elle sent la présence invisible de la souffrance d'Antoine planer sur cette maison. Elle ouvre un tiroir, ses mouvements sont précis et efficaces. Elle trouve un jeu de clés. Elle en prend une, la fait tourner entre ses doigts. Juliette pour elle-même, d'une voix douce. Alors, c'est ici que la vie s'est arrêtée. Elle quitte la cuisine, son pas est décidé mais respectueux.
Juliette parcourt un long corridor, les murs ornés de tableaux anciens. Le silence est presque assourdissant. Elle s'arrête devant une grande porte en bois massif, celle du bureau. Elle hésite un instant puis frappe doucement. Aucune réponse. Elle frappe à nouveau, un peu plus fort. « Juliette, monsieur Dubois ? C'est Juliette, votre nouvelle gouvernante. Je suis arrivé. » Elle attend patiemment. Le silence persiste. Juliette plus doucement. « Je voulais juste me présenter et savoir si vous aviez des instructions particulières pour aujourd'hui. » Elle entend un mouvement derrière la porte, un grincement lent. La porte s'entr'ouvre légèrement, révélant un coin sombre. Le visage d'Antoine Dubois apparaît dans l'entrebâillement. Ses cheveux sont encore plus négligés qu'avant, ses yeux cernés. Il la regarde avec une méfiance profonde, comme si elle était une intrusion indésirable dans son sanctuaire. Voix rauque, peu habitué à parler aucune instruction. « Laissez-moi. » Il s'apprête à refermer la porte. Juliette, sans se démonter, mais avec une voix calme et respectueuse. « Bien sûr, monsieur Dubois. Je comprends. Si jamais vous changez d'avis ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Elle lui offre un sourire discret et bienveillant. Elle ne le juge pas, mais son regard l'observe avec une acuité qui semble le déstabiliser. Antoine la fixe un instant, puis referme la porte sans un mot de plus. Juliette reste un moment devant la porte fermée, une expression réfléchie sur le visage. Juliette commence son travail. Elle ne se précipite pas, mais procède avec méthode. Elle prend un plumeau et commence à dépoussiérer délicatement une commode ancienne. Ses gestes sont précis, presque chorégraphiques. Chaque objet, chaque surface est traité avec le même soin. Elle observe les détails. Une tache discrète sur un tapis, une légère fissure sur un vase. Elle ne nettoie pas seulement, elle prend connaissance des lieux, de leur histoire implicite. Elle s'arrête devant la photographie de famille sur la table basse. Elle la regarde longuement. Une légère tristesse poigne dans son regard. Elle la replace exactement où elle était. Elle se dirige ensuite vers une grande fenêtre donnant sur le jardin. Elle ouvre les lourds rideaux, laissant entrer une lumière plus vive dans la pièce. Elle observe le désordre extérieur, le contraste avec la perfection artificielle des meubles. Il y a tellement de choses à raconter dans un silence pareil. Elle se met à réorganiser des livres sur une étagère, passant d'une main experte et sûre. Elle sent la présence d'Antoine, même s'il est absent de la pièce. Quelques jours plus tard, Antoine est toujours à son bureau, plongé dans ses pensées. Des projets d'affaires abandonnés sont étalés sur son bureau, des piles de contrats jamais signés, des plans jamais exécutés. Il prend une feuille, la froisse, la jette à terre. Il fixe la fenêtre, mais ne voit rien. Sa main se pose sur un objet discret, une petite boîte en bois finement sculptée. Il l'ouvre. À l'intérieur, un petit journal intime. Il le feuillette, les pages jaunies, remplies d'une écriture serrée et nerveuse. Murmurant, plus pour lui-même, les mots « il me fuit comme le sable entre les doigts », les idées fuyardes. Il ferme le journal avec un claquement sec, un geste de frustration. Soudain, on entend un léger coup à la porte. Antoine sursaute, visiblement agacé par cette interruption. Irrité, qui est là? Juliette, voix calme. « C'est moi, monsieur Dubois. Je viens pour le service du thé. Je n'ai pas demandé de thé. » Juliette. « Je sais, monsieur Dubois, mais j'ai remarqué que vous ne preniez pas de pause. J'ai préparé une tisane réconfortante. J'espère que cela vous conviendra. » Antoine soupire bruyamment. Il n'a pas la force de refuser poliment. « Entrez, mais ne restez pas. » Juliette entre, portant un plateau avec une tasse fumante et une petite théière. Elle pose délicatement le plateau sur un coin libre du bureau, loin des piles de documents. Elle ne le regarde pas directement, mais ses gestes témoignent d'une attention discrète. « Juliette, j'ai ajouté un peu de miel. Si vous préférez sans, dites-le moi. » Antoine la regarde surpris par sa prévenance. Il s'attendait à une servante efficace et silencieuse, pas à quelqu'un qui observe et anticipe ses besoins, même les plus subtils. Le miel me convient. Il prend la tasse, la chaleur réchauffe ses mains glacées. Il prend une gorgée. Il ferme les yeux un instant. La tisane est douce, parfumée. Un petit réconfort dans ce désert de sensations. Juliette, observant le désordre des documents. « Vous semblez travailler sur des projets importants, monsieur Dubois. » Antoine l'ignore. Il pose la tasse. Ce n'est plus important. Rien ne l'est. Juliette s'approche un peu plus. Son regard est plein de compassion, mais aussi d'une détermination subtile. « Juliette, je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Les hommes de votre calibre, monsieur Dubois, ne s'arrêtent pas sans raison. Surtout pas un homme dont le nom résonnait avec tant de force dans le monde des affaires. » Antoine se tourne vers elle,
Ses yeux révèlent une pointe d'intérêt mélangée à une profonde lassitude. Vous en savez beaucoup pour une nouvelle venue. Juliette. J'ai lu quelques articles, monsieur Dubois. Le passage de l'ombre à la lumière est toujours fascinant. Mais le retour de la lumière, cela me semble encore plus captivant. Elle fait un léger geste vers le journal sur le bureau. Juliette, parfois, ce qui nous pèse le plus n'est pas ce qui nous enferme, mais ce qui nous empêche de nous libérer. Antoine la regarde intensément. Il y a dans ses yeux une interrogation silencieuse, une lueur qui n'était pas là avant. Il ne répond pas, mais il ne la chasse pas non plus. Elle ne cherche pas à le forcer, juste à ouvrir une porte. « Juliette, je vais vous laisser à votre tisane, monsieur Dubois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... » Elle quitte la pièce, lui laissant le soin de décider de la suite. Antoine regarde le journal, puis la porte par laquelle elle est sortie. Quelque chose a bougé en lui. Un minuscule décalage dans l'immobilité de son existence. Plusieurs semaines ont passé. La présence de Juliette commence à transformer subtilement l'atmosphère du manoir. Elle ne force rien, mais sa rigueur professionnelle est tempérée par une chaleur humaine inattendue. Elle a commencé à s'occuper du jardin, à redonner un peu de vie à ce paysage autrefois négligé. Antoine l'observe de loin, depuis les fenêtres de son bureau, ou lors de ses rares incursions dans les pièces communes. Il la voit travailler avec une énergie tranquille, une joie discrète qui contraste avec sa propre léthargie. Une nuit, le vent hurle dehors, fouettant les branches des arbres dénudés. Antoine est dans son salon, assis dans un fauteuil qu'il n'occupe jamais. Il tient le journal intime, mais cette fois, ce n'est pas pour le relire. C'est pour y inscrire quelque chose. Sa main tremble légèrement. Il écrit quelques mots, puis s'arrête. Voix brisée, presque un murmure. Comment puis-je expliquer? Il ferme les yeux. Le souvenir d'un événement tragique le submerge. C'est la perte de sa femme et l'accident qui a emporté son fils unique. Le succès professionnel lui a semblé dérisoire face à ses deuils. Il a voulu disparaître, se cacher du monde qui lui avait arraché ce qu'il aimait le plus. Il rouvre les yeux et regarde la pièce sombre autour de lui. Le silence n'est plus seulement vide, il est rempli de fantômes. Soudain, il entend un bruit, un léger bruit de pas dans le couloir. Il ne s'attendait à personne. Il se redresse, la méfiance habituelle montant en lui. Qui est là? La porte du salon s'ouvre doucement. C'est Juliette. Elle porte une lampe de poche. Sa silhouette est douce dans la pénombre. Juliette. C'est moi, monsieur Dubois. Je suis désolé de vous déranger, j'ai entendu un bruit. Je craignais qu'il n'y ait un problème. Antoine la regarde. Une nouvelle émotion le traverse. La surprise. Un problème. Le seul problème, c'est moi. Et je ne suis pas un problème à résoudre, mais une énigme à ignorer. Juliette s'approche un peu, sa voix est douce, presque réconfortante. Juliette. Je ne vous vois pas comme une énigme, monsieur Dubois. Je vous vois comme une personne qui souffre et qui a besoin d'aide. Elle s'arrête près de lui. Elle ne le touche pas, mais sa présence est une présence de soutien. Juliette. J'ai aussi connu des moments où le monde semblait trop lourd à porter, où chaque jour était une bataille. Elle lui offre un sourire sincère. Juliette. Il faut parfois quelqu'un pour nous rappeler qu'il existe encore de la lumière, même quand on est plongé dans la nuit. Elle s'approche de la fenêtre. La lumière de sa lampe éclaire un coin du jardin plongé dans l'obscurité. Juliette, regardez. Même la nuit la plus sombre laisse place à l'aube. Et parfois, ce sont les petites choses qui nous le rappellent. Une fleur qui perce le sol, le chant d'un oiseau avant le lever du soleil. Antoine la suit du regard. Il voit la lumière de sa lampe sur les branches mouillées, les silhouettes sombres des arbres. Il n'avait pas vu cela depuis des années. Vous parlez comme une poétesse, mademoiselle Moreau. Juliette. Je suis simplement quelqu'un qui croit en la résilience, monsieur Dubois, et en la capacité de chacun à se relever. Elle se tourne vers lui, ses yeux brillent dans la pénombre. Juliette. Ce journal, vous l'avez écrit pour vous souvenir. Peut-être qu'il est temps de vous souvenir non pas de la douleur, mais de ce qui vous a rendu fort, de ce qui vous a fait aimer la vie. Antoine prend le journal dans ses mains. Il le serre fort. Je ne sais plus. C'est comme si tout avait été effacé. Juliette. Alors, nous allons le retrouver ensemble. Pas la mémoire complète, peut-être, mais les fragments, les étincelles. Elle s'assoit sur un fauteuil voisin, sans le brusquer. Juliette. Racontez-moi une chose que vous aimiez faire avant. Une chose qui vous donnait de l'énergie. Antoine réfléchit. Le silence n'est plus un ennemi. Il est un espace d'échange. Voix hésitante. Les négociations. La stratégie. Le jeu d'échecs. Faire plier le marché à ma volonté. Juliette.
Et qu'est-ce qui vous attirait le plus dans ce jeu? La construction, l'idée de bâtir quelque chose de solide, qui perdure, de laisser une empreinte. Juliette, une empreinte. C'est une belle chose à laisser. Et cette empreinte, elle vient de vous, de votre esprit, de votre vision. Elle se lève et s'approche de la grande baie vitrée regardant dehors. Juliette, voyez ce jardin, monsieur Dubois. Il est un peu sauvage, un peu oublié, mais il est toujours là, et il attend juste qu'on lui donne un peu d'attention pour retrouver sa splendeur. Comme vous. Antoine la regarde, une lueur nouvelle dans ses yeux. Ce n'est pas encore la joie, mais c'est la curiosité, l'intérêt. La promesse d'un renouveau infime mais réel. Vous êtes bien persévérante, mademoiselle Moreau. Juliette, je crois en ce que je fais, monsieur Dubois, et je crois en vous. Elle lui offre un sourire doux et encourageant. Il y a une connexion qui se tisse entre eux, fragile comme une toile d'araignée au petit matin, mais solide comme le fil d'acier qui commence à se former. Le printemps avance, les jours s'allongent. Antoine est assis à son bureau, mais cette fois, il n'est pas seul. Juliette est là, assise à une petite table qu'elle a installée dans un coin du bureau, lisant un livre. L'atmosphère est différente. Il y a toujours une certaine gravité, mais aussi une présence apaisante. Antoine a ressorti des dossiers. Il ne les feuillette pas avec l'ancienne frénésie, mais avec une attention renouvelée. Il prend un stylo et commence à écrire. Ses gestes sont encore un peu hésitants, mais il y a une intention claire. Regardant Juliette par-dessus ses lunettes, ce projet, il avait du potentiel. J'avais sous-estimé certains risques. Juliette lève les yeux de son livre, un sourire subtil sur les lèvres. Juliette, et maintenant, vous voyez peut-être différemment. L'expérience et le temps, ils apportent une autre perspective et une certaine humilité. Il réfléchit un instant. Ce n'est pas tant la volonté de dominer le marché qui m'animait, mais l'idée de construire des ponts, de connecter les gens, les entreprises, de créer de la valeur. Il prend une feuille vierge. J'avais oublié cette partie, la partie où l'on crée, pas seulement où l'on gagne. Juliette hoche la tête, sa lecture est mise en pause. Juliette, et cette création, elle est en vous, monsieur Dubois, pas dans les chiffres, pas dans les contrats, mais dans votre esprit. Vous avez une façon bien particulière de déconstruire mes certitudes. Juliette, je ne cherche pas à vous déconstruire, monsieur Dubois. Je cherche à vous aider à vous reconstruire, sur des bases plus solides, des bases qui incluent la joie de vivre, pas seulement la poursuite du succès. Elle se lève et s'approche de la fenêtre qui donne sur le jardin, maintenant verdoyant et plein de vie. Les roses ont commencé à fleurir, celles que j'ai plantées le mois dernier. Elles ont pris, malgré les derniers frimas. Antoine se lève et la rejoint près de la fenêtre. Il observe les roses, leurs couleurs vibrantes. Elles sont magnifiques. Je ne pensais pas qu'elles réussiraient. Juliette, il suffit parfois d'une petite graine et de beaucoup de soin pour que quelque chose de beau naisse. Elle se tourne vers lui, ses yeux pétillent. Juliette, ce que vous avez construit avec votre entreprise, c'était une sorte de jardin, n'est-ce pas? Un écosystème florissant. Et maintenant, vous pouvez peut-être en recréer un, plus petit, plus personnel. Antoine la regarde, puis il regarde à nouveau le jardin. L'idée fait son chemin. Un jardin personnel. Il sourit, un sourire mince mais sincère. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une étincelle dans ses yeux. Ce projet, je pense que nous pouvons le revisiter. Mais d'une autre manière, moins agressive, plus constructive. Juliette lui rend son sourire. Juliette, je serais ravi de vous aider à y parvenir, monsieur Dubois. Antoine tend la main vers un des dossiers sur son bureau. Nous allons reconstruire. Il sent un poids se soulever de ses épaules. L'ombre qui l'habitait commence à se dissiper, remplacée par une nouvelle clarté. Ce n'est pas une guérison instantanée, mais le début d'un long chemin, parcouru à deux. Le millionnaire n'avait pas pu se produire pendant 3 ans, mais grâce à la rencontre de sa gouvernante, une lueur d'espoir s'allume enfin dans l'obscurité de sa vie. Le soleil printanier filtre à travers les larges fenêtres du bureau, illuminant la poussière qui danse dans l'air. C'est un spectacle presque oublié pour Antoine Dubois, 55 ans, dont la silhouette autrefois imposante est aujourd'hui voûtée, comme écrasée par un poids invisible. Ses cheveux grisonnants, négligés, tombent sur un front marqué par des années de succès, mais aussi depuis 3 ans par une douleur sourde. Son regard perdu et souvent absent balaie les documents éparpillés sur son immense bureau, témoignage silencieux d'une carrière interrompue. Des projets ambitieux, des contrats jamais signés, des plans d'affaires laissés à l'abandon s'empilent.
formant une barrière physique à son propre renouveau. Il tient entre ses mains une photographie jaunie. Dessus, une famille rayonnante de bonheur, un contraste saisissant avec le silence assourdissant de ce manoir ancestral. Ce tableau de félicité révolue ne fait qu'accentuer la mélancolie qui l'enveloppe. Murmurant d'une voix rauque, peu habitué à s'exprimer, 3 ans, 3 longues années aérées dans ce néant. Il repose la photographie avec une précaution infinie, comme si la fragilité du souvenir pouvait se briser sous son toucher. Il la tourne, comme pour détourner le regard de ce bonheur qui lui est inaccessible. J'ai tout perdu, ce qui donnait un sens. Le reste n'est qu'une coquille vide. Le salon, autrefois le cœur battant de la demeure, est devenu un mausolée de meubles précieux et de tapisseries oubliées. La lumière blafarde filtre à travers les lourds rideaux, baignant la pièce d'une atmosphère irréelle. Chaque objet d'art, chaque bibelot, est recouvert d'une fine couche de poussière, comme un voile sur la vie qui s'y déroulait autrefois. Les fauteuils en velours rouge attendent des invités qui ne viendront jamais. Sur une table basse, une pile de magazines d'affaires flambant neufs, intacts, témoigne de son indifférence au monde extérieur. Le seul son audible est le tic-tac lent et régulier d'une horloge ancienne, rythmant les heures d'une existence figée. Les yeux rivés sur le vide. Le monde a continué sans moi. Le printemps 2024 a enfin décidé de pointer le bout de son nez. Les rayons du soleil pénètrent timidement dans la cuisine, une pièce autrefois vibrante d'activité, aujourd'hui d'une propreté immaculée, mais étrangement dénuée de vie. C'est dans cet espace que Juliette Moreau, 28 ans, fait son entrée. De taille moyenne, sa silhouette est déterminée, ses cheveux châtains noués en un chignon pratique. Ses yeux, vifs et intelligents, observent chaque recoin avec une curiosité insatiable. Elle porte une tenue sobre mais élégante, adaptée à son nouveau rôle de gouvernante. Un sourire subtil effleure ses lèvres, mais la fermeté dans son regard trahit une détermination profonde. Elle dépose son sac sur le comptoir, son regard s'attardant sur les détails, comme si elle cherchait à déchiffrer les secrets de cette maison. Juliette Moreau n'est pas une gouvernante ordinaire. Son arrivée au manoir Dubois n'est pas motivée uniquement par la nécessité économique. Elle est intriguée par l'énigme qu'est Antoine Dubois, et une intuition forte la pousse à croire qu'elle peut lui apporter une lueur, une aide. Elle sent la douleur invisible qui imprègne les murs de cette demeure, une souffrance qu'elle ne peut ignorer. Elle ouvre un tiroir, ses mouvements sont précis. Elle en prend une, la fait tourner entre ses doigts, un geste presque mécanique. Pour elle-même, d'une voix douce et réfléchie, alors, c'est ici que la vie s'est arrêtée. Un endroit où le temps semble avoir suspendu son vol. Elle quitte la cuisine. Son pas est assuré mais respectueux, comme si elle évoluait dans un espace sacré. Juliette parcourt un long corridor, les murs tapissés de tableaux anciens. Le silence est presque assourdissant, brisé seulement par le bruit de ses pas sur le parquet ciré. Elle s'arrête devant une grande porte en bois massif, la porte du bureau d'Antoine. Elle frappe à nouveau, un peu plus fort, mais toujours avec délicatesse. « Monsieur Dubois ?» Le silence persiste, lourd de non-dits, plus doucement une note de bienveillance dans sa voix. « Je voulais juste me présenter. J'aimerais m'assurer que tout est en ordre pour vous. » Un grincement lent annonçant l'ouverture. Ses cheveux sont encore plus négligés qu'elle ne l'imaginait. Ses yeux cernés trahissent une fatigue profonde. Il la regarde avec une méfiance évidente, comme si elle était une intrusion non désirée dans son sanctuaire de solitude. Voix rauque, éraillée par le manque d'usage, aucune instruction. Il s'apprête à refermer la porte, l'air de vouloir se replonger dans son isolement. Sans se démonter, mais avec une voix calme et respectueuse, sa détermination ne faiblit pas. « Bien sûr, monsieur Dubois. Si jamais vous changez d'avis ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. » Son regard, cependant, ne se contente pas de l'observer. Il semble sonder les profondeurs de sa détresse, une acuité qui semble le déstabiliser légèrement. Antoine la fixe un instant, un moment suspendu dans le temps, puis referme la porte sans un mot de plus, la laissant seule dans le corridor silencieux. Juliette reste un moment devant la porte close, une expression réfléchie sur le visage, la détermination intacte. Elle ne se précipite pas, mais procède avec méthode et une efficacité discrète. Elle prend un plumeau et commence à dépoussiérer délicatement une commode ancienne, ses gestes précis et presque chorégraphiques. Chaque objet, chaque surface est traité avec le même soin méticuleux. Elle ne se contente pas de nettoyer, elle prend connaissance des lieux, de leur histoire implicite. Elle s'arrête devant la photographie de famille posée sur la table basse. Elle la replace exactement à sa position initiale,
par respect pour le passé qu'elle représente. Elle ouvre les lourds rideaux, laissant entrer une lumière plus vive dans la pièce, révélant la poussière accumulée sur les meubles. Le contraste entre la perfection artificielle des objets d'art et le désordre sauvage du jardin extérieur est frappant. Chaque objet porte une histoire, chaque ombre cache un souvenir. Elle se met à réorganiser des livres sur une étagère, passant d'une main experte et sûre, observant les titres, les reliures. Elle sent la présence d'Antoine, même s'il est absent de la pièce, comme une aura latente. Antoine est toujours à son bureau, plongé dans ses pensées, dans son propre monde. Les projets d'affaires abandonnés sont étalés sur son bureau, des piles de contrats jamais signés, des plans jamais exécutés. Il prend une feuille, la froisse avec un geste de frustration et la jette à terre. Il fixe la fenêtre mais ne voit rien de ce qui se passe dehors. Il le feuillette, les pages jaunies, remplies d'une écriture serrée et nerveuse, autrefois pleine de vivacité. Murmurant plus pour lui-même que pour quiconque les mots « Il me fuit comme le sable entre les doigts. Elle me nargue, me rappelle ce que j'étais. » Il ferme le journal avec un claquement sec, un geste de désespoir. Antoine sursaute, visiblement agacé par cette interruption qui vient troubler sa bulle de misère. Irrité, sa voix résonne dans le silence. « Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix est calme, posée, dénuée d'agitation. « C'est moi, monsieur Dubois. »« Je sais, monsieur Dubois. J'ai cru qu'un peu de chaleur pourrait vous être agréable. » Antoine soupire bruyamment, un son chargé de lassitude. Il n'a pas la force de refuser poliment, ni l'envie de créer une scène. Ne perdez pas votre temps ici. Juliette entre, portant un plateau avec une tasse fumante et une petite théière élégante. Elle pose délicatement le plateau sur un coin libre du bureau, loin des piles de documents chaotiques. Elle ne le regarde pas directement, mais ses gestes témoignent d'une attention discrète et prévenante. J'ai ajouté un peu de miel. Si vous préférez sans, dites-le moi, je pourrai le retirer. Antoine la regarde, surpris par cette prévenance inhabituelle. Il s'attendait à une servante efficace et silencieuse, une machine à accomplir des tâches, pas à quelqu'un qui observe et anticipe ses besoins les plus subtils, même ceux qu'il n'ose pas exprimer lui-même. La tisane est douce, parfumée, un réconfort subtil dans ce désert de sensations qui est devenu sa vie. Observant avec discrétion le désordre des documents, son regard s'attardant sur les projets abandonnés. Vous semblez travailler sur des projets importants, monsieur Dubois. Des idées qui mériteraient d'être approfondies. Antoine l'ignore, comme si sa remarque tombait dans le vide. Le passé a emporté le futur avec lui. Juliette s'approche un peu plus, son regard est plein de compassion, mais aussi d'une détermination subtile et inébranlable. Elle sent qu'une porte est sur le point de s'ouvrir. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Il y a une force qui ne disparaît pas si facilement. Antoine se tourne vers elle. Ses yeux révèlent une pointe d'intérêt mêlée à une profonde lassitude. Il y a une lassitude palpable dans son regard, mais aussi une curiosité naissante. Comment? J'ai lu quelques articles, monsieur Dubois. Il y a une histoire qui demande à être racontée, ou plutôt qui demande à être vécue à nouveau. Elle fait un léger geste vers le journal posé sur le bureau. Parfois, ce qui nous pèse le plus n'est pas ce qui nous enferme, mais ce qui nous empêche de nous libérer. Les chaînes que nous portons le plus lourdement sont celles que nous nous sommes forgées nous-mêmes. Il y a dans ses yeux une interrogation silencieuse, une lueur qui n'était pas là avant, une fissure dans le mur de sa résignation. Elle ne cherche pas à le forcer, juste à ouvrir une porte, à lui montrer qu'il existe une issue. Je vais vous laisser à votre tisane, monsieur Dubois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis là pour ça. Elle quitte la pièce, lui laissant le soin de décider de la suite, de ce qu'il fera de cette brèche dans son isolement. Quelque chose a bougé en lui, une infime perturbation dans l'immobilité de son existence. Un premier pas hésitant vers une autre direction. L'atmosphère du manoir commence à changer subtilement sous l'influence de Juliette. Elle ne force rien, mais sa rigueur professionnelle est désormais tempérée par une chaleur humaine inattendue et une présence apaisante. Elle a commencé à s'occuper du jardin, à redonner un peu de vie à ce paysage autrefois négligé, symbolisant son travail sur Antoine. Il la voit travailler avec une énergie tranquille, une joie discrète qui contraste violemment avec sa propre léthargie. Une nuit, le vent hurle dehors, fouettant les branches des arbres dénudés, comme s'il voulait arracher le manoir à ses fondations. Antoine est dans son salon, assis dans un fauteuil qu'il n'occupe jamais, le journal intime dans ses mains. Ce n'est plus pour le relire, mais pour y inscrire quelque chose. Sa main tremble légèrement, trahissant son émotion. Il écrit quelques mots, puis s'arrête,
submergé par le souvenir. Voix brisée, presque un murmure qui se perd dans le bruit du vent. Comment puis-je expliquer le vide qu'ils ont laissé? La douleur. Il ferme les yeux. Le souvenir d'un événement tragique le submerge. La perte de sa femme adorée. Puis, quelques années plus tard, l'accident qui a emporté son fils unique. Le succès professionnel lui avait semblé dérisoire, insignifiant face à ses deuils insupportables. Il avait voulu disparaître, se cacher du monde qui lui avait arraché ce qu'il aimait le plus au monde. Le silence n'est plus seulement vide, il est rempli de fantômes, de spectres de son passé. Il ne s'attendait à personne. Le manoir est vide, à l'exception de lui et de Juliette. Il se redresse, la méfiance habituelle montant en lui, prête à affronter l'intrus. Elle porte une petite lampe de poche, sa silhouette est douce et rassurante dans la pénombre. C'est moi, monsieur Dubois. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vérifier. Antoine la regarde, une nouvelle émotion le traverse, un mélange de surprise et d'un léger agacement. La disruption de son isolement. Et je ne suis pas un problème à résoudre, mais une énigme à ignorer, une ombre à laisser s'éteindre doucement. Juliette s'approche un peu, sa voix est douce, presque réconfortante. Elle porte en elle une compassion sincère. Je ne vous vois pas comme une énigme, monsieur Dubois. Je vous vois comme une personne qui souffre profondément et qui a besoin d'aide pour guérir. Elle s'arrête près de lui, sans le brusquer, sans le toucher. Sa présence même est une présence de soutien, un rappel qu'il n'est pas complètement seul. J'ai aussi connu des moments où le monde semblait trop lourd à porter, où chaque jour était une bataille pour simplement respirer, où le futur n'avait plus aucun sens. Elle lui offre un sourire sincère, empreint de compréhension. Il faut parfois quelqu'un pour nous rappeler qu'il existe encore de la lumière, même quand on est plongé dans la nuit la plus profonde. Une main tendue, une écoute attentive. Regardez, une fleur qui perce le sol malgré le froid, le chant d'un oiseau annonçant le lever du soleil. Ce sont les promesses silencieuses de la vie. Antoine la suit du regard. Il voit la lumière de sa lampe sur les branches mouillées, les silhouettes sombres des arbres qui se découpent sur le ciel nocturne. Il n'avait pas vu cela depuis des années, trop absorbé par sa propre obscurité. Vos mots ont une douceur qui contraste avec la rudesse de cette nuit. Je suis simplement quelqu'un qui croit en la résilience, monsieur Dubois, et en la capacité de chacun à se relever, à trouver un sens nouveau, même après les pires épreuves. L'espoir est une graine qui ne demande qu'à germer. Elle se tourne vers lui, ses yeux brillent dans la pénombre, reflet de la flamme qu'elle cherche à rallumer en lui. Ce journal, vous l'avez écrit pour vous souvenir. Peut-être qu'il est temps de vous souvenir non pas de la douleur qui vous ronge, mais de ce qui vous a rendu fort, de ce qui vous a fait aimer la vie, vibrer, construire. Les raisons de votre succès ne sont pas éteintes. Il le serre fort, comme s'il pouvait y trouver un remède à sa douleur. C'est comme si tout avait été effacé par la souffrance. Les souvenirs sont devenus des ombres. Alors, nous allons le retrouver ensemble. Les raisons qui vous ont fait vibrer, et nous allons les faire grandir. Elle s'assoit sur un fauteuil voisin sans le brusquer, lui offrant un espace de confidence. Racontez-moi une chose que vous aimiez faire avant, une chose qui vous donnait de l'énergie, qui vous faisait sentir vivant. Le silence n'est plus un ennemi, il est devenu un espace d'échange, un terreau fertile pour les souvenirs. Voix hésitante, mais plus assurée qu'auparavant, les négociations. J'aimais la tension, le suspense, la victoire. Et qu'est-ce qui vous attirait le plus dans ce jeu au-delà de la victoire? Qu'est-ce que cela représentait pour vous? De laisser une empreinte durable dans le monde. Un héritage. Une empreinte, c'est une belle chose à laisser. De votre esprit, de votre vision unique, de votre capacité à transformer les idées en réalité. Elle se lève et s'approche de la grande baie vitrée, regardant dehors le jardin plongé dans l'obscurité. Voyez ce jardin, monsieur Dubois. Il est un peu sauvage, un peu oublié, comme vous l'avez été ces dernières années, et il attend juste qu'on lui donne un peu d'attention, un peu de soin, pour retrouver sa splendeur. Il n'est pas trop tard pour recommencer à cultiver. Une lueur nouvelle anime ses yeux. Ce n'est pas encore la joie débridée, mais c'est la curiosité, l'intérêt, l'espoir, la promesse d'un renouveau, infime, mais bien réel. Vous ne lâchez rien. Je crois en ce que je fais, monsieur Dubois, et surtout, je crois en vous. Je vois l'homme extraordinaire que vous êtes, au-delà de la douleur. Il y a une connexion qui se tisse entre eux, fragile comme une toile d'araignée au petit matin, mais solide comme le fil d'acier qui commence à se former dans l'air, un lien basé sur la compréhension et le soutien mutuel. Le printemps est à son apogée. Les jours s'allongent, apportant avec eux
une lumière plus vive. Antoine est assis à son bureau, mais cette fois, son attitude est différente. Il n'est plus seul dans son isolement. Juliette est là, assise à une petite table qu'elle a installée dans un coin du bureau, lisant un livre, sa présence discrète mais réconfortante. L'atmosphère de la pièce a changé. Il y a toujours une certaine gravité, vestige du passé, mais elle est désormais empreinte d'une sérénité nouvelle. Il ne les feuillette pas avec l'ancienne frénésie compétitive, mais avec une attention renouvelée, presque contemplative. Ses gestes sont encore un peu hésitants, mais il y a une intention claire, une volonté de reconstruire. Regardant Juliette par-dessus ses lunettes, une pointe d'humour dans la voix se projetait. Il avait du potentiel. J'avais sous-estimé certains risques, certainement. Trop focalisé sur la conquête, pas assez sur la pérennité. Juliette lève les yeux de son livre, un sourire subtil sur les lèvres, sa réponse est douce. Et maintenant, vous voyez peut-être différemment. L'expérience et la perspective apportent souvent une clarté nouvelle. Ils apportent une autre perspective, c'est vrai, et une certaine humilité. J'ai compris que le succès n'est pas seulement une question de force, mais aussi de vision à long terme, de construction durable. Il prend une feuille vierge, la regarde un instant. De connecter les gens, les entreprises, de créer de la valeur, de façonner un avenir. La partie où l'on crée, où l'on fait grandir. La véritable satisfaction vient de la création. Elle écoute avec attention, sa présence est un encouragement silencieux. Et cette création, elle est en vous, Monsieur Dubois, pas dans les chiffres, pas dans les contrats, pas dans les succès passés, mais dans votre esprit, dans votre capacité à innover et à construire. Vous avez une façon bien particulière de déconstruire mes certitudes, mademoiselle Moreau, de me faire voir les choses sous un nouvel angle. Je ne cherche pas à vous déconstruire, Monsieur Dubois. Des bases qui incluent la joie de vivre, la satisfaction personnelle, pas seulement la poursuite effrénée du succès professionnel. Un équilibre retrouvé. Les fleurs ont éclos, apportant des touches de couleurs vives. Elles ont trouvé la force de s'épanouir. Il observe les roses, leurs couleurs vibrantes, leur beauté fragile mais déterminée. J'avais perdu cette foi en la capacité des choses à éclore. Il suffit parfois d'une petite graine, et de beaucoup de soins, d'attention et de patience, pour que quelque chose de beau naisse et prospère. La vie trouve toujours son chemin. Elle se tourne vers lui, ses yeux pétillent d'une joie sincère. Ce que vous avez construit avec votre entreprise, c'était une sorte de jardin, n'est-ce pas? Un écosystème complexe et florissant. Et maintenant, vous pouvez peut-être en recréer un, plus petit, plus personnel, plus proche de votre cœur. Un jardin intérieur. L'idée fait son chemin en lui, doucement, comme une semence qui germe dans la terre fertile, une nouvelle forme de construction. Il sourit, un sourire mince mais sincère, une première lueur dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une étincelle visible dans son regard, un signe de vie retrouvée, moins agressive, plus réfléchie, en y ajoutant une dimension humaine. Je serais ravi de vous aider à y parvenir, Monsieur Dubois. Votre vision, alliée à une approche plus équilibrée, pourrait mener à quelque chose de remarquable. Antoine tend la main vers un des dossiers sur son bureau. Son geste est ferme, déterminé. Pas seulement une entreprise, mais une vie. Il sent un poids se soulever de ses épaules, comme si des années de souffrance s'envolaient avec les brises du printemps. L'ombre qui l'habitait commence à se dissiper, remplacée par une nouvelle clarté, une lueur d'espoir. Ce n'est pas une guérison instantanée, mais le début d'un long chemin, un chemin qu'il s'apprête à parcourir à deux. Le millionnaire, enfermé dans son propre deuil pendant 3 longues années, incapable de se produire, de vivre pleinement, commence enfin à retrouver le fil de sa vie, grâce à la rencontre inattendue avec sa gouvernante, Juliette Moreau. La lumière revient lentement mais sûrement dans le manoir Dubois. Le soleil printanier filtre à travers les larges fenêtres du bureau, illuminant la poussière qui danse dans l'air. C'est un spectacle presque oublié pour Antoine, dont la silhouette autrefois imposante est aujourd'hui voûtée, comme écrasée par un poids invisible. Ses cheveux grisonnants, négligés, tombent sur un front marqué par des années de succès, mais aussi, depuis 3 ans, par une douleur sourde. Son regard, perdu et souvent absent, balaie les documents éparpillés sur son immense bureau, témoignage silencieux d'une carrière interrompue. Des projets ambitieux, des contrats jamais signés, des plans d'affaires laissés à l'abandon s'empilent, formant une barrière physique à son propre renouveau. Il tient entre ses mains une photographie jaunie. Dessus, une famille rayonnante de bonheur, un contraste saisissant avec le silence assourdissant de ce manoir ancestral. Ce tableau de félicité révolue
ne fait qu'accentuer la mélancolie qui l'enveloppe. Murmurant d'une voix rauque, peu habituée à s'exprimer, 3 ans. 3 longues années à errer dans ce néant. Le monde a continué sans moi. Et moi, je n'ai pas continué. Il repose la photographie avec une précaution infinie, comme si la fragilité du souvenir pouvait se briser sous son toucher. Il la tourne, comme pour détourner le regard de ce bonheur qui lui est inaccessible. J'ai tout perdu, ce qui donnait un sens. Le reste n'est qu'une coquille vide. Le salon, autrefois le cœur battant de la demeure, est devenu un mausolée de meubles précieux et de tapisseries oubliées. La lumière blafarde filtre à travers les lourds rideaux, baignant la pièce d'une atmosphère irréelle. Chaque objet d'art, chaque bibelot, est recouvert d'une fine couche de poussière, comme un voile sur la vie qui s'y déroulait autrefois. Les fauteuils en velours rouge attendent des invités qui ne viendront jamais. Sur une table basse, une pile de magazines d'affaires flambant neufs, intacts, témoigne de son indifférence au monde extérieur. Le seul son audible est le tic-tac lent et régulier d'une horloge ancienne, rythmant les heures d'une existence figée. Les yeux rivés sur le vide. Le monde a continué sans moi. Le printemps 2024 a enfin décidé de pointer le bout de son nez. Les rayons du soleil pénètrent timidement dans la cuisine, une pièce autrefois vibrante d'activité, aujourd'hui d'une propreté immaculée, mais étrangement dénuée de vie. C'est dans cet espace que Juliette fait son entrée. De taille moyenne, sa silhouette est déterminée. Ses cheveux châtains noués en un chignon pratique. Ses yeux, vifs et intelligents, observent chaque recoin avec une curiosité insatiable. Elle porte une tenue sobre mais élégante, adaptée à son nouveau rôle de gouvernante. Un sourire subtil effleure ses lèvres, mais la fermeté dans son regard trahit une détermination profonde. Elle dépose son sac sur le comptoir, son regard s'attardant sur les détails, comme si elle cherchait à déchiffrer les secrets de cette maison. Juliette n'est pas une gouvernante ordinaire. Son arrivée au manoir du Bois n'est pas motivée uniquement par la nécessité économique. Elle est intriguée par l'énigme qu'est Antoine, et une intuition forte la pousse à croire qu'elle peut lui apporter une lueur, une aide. Elle sent la douleur invisible qui imprègne les murs de cette demeure, une souffrance qu'elle ne peut ignorer. Elle ouvre un tiroir, ses mouvements sont précis. Elle trouve un jeu de clés. Elle en prend une, la fait tourner entre ses doigts, un geste presque mécanique, pour elle-même, d'une voix douce et réfléchie. Alors, c'est ici que la vie s'est arrêtée. Un endroit où le temps semble avoir suspendu son vol. Elle quitte la cuisine. Son pas est assuré mais respectueux, comme si elle évoluait dans un espace sacré. Juliette parcourt un long corridor, les murs tapissés de tableaux anciens. Le silence est presque assourdissant, brisé seulement par le bruit de ses pas sur le parquet ciré. Elle s'arrête devant une grande porte en bois massif, la porte du bureau d'Antoine. Elle hésite un instant, puis frappe doucement. Aucune réponse. Elle frappe à nouveau, un peu plus fort, mais toujours avec délicatesse. « Monsieur Dubois, c'est Juliette, votre nouvelle gouvernante. Je suis arrivée. » Elle attend patiemment. Le silence persiste, lourd de non-dits. Plus doucement, une note de bienveillance dans sa voix. « Je voulais juste me présenter. Et savoir si vous aviez des instructions particulières pour aujourd'hui. J'aimerais m'assurer que tout est en ordre pour vous. » Elle entend un mouvement derrière la porte. Un grincement lent annonçant l'ouverture. La porte s'entr'ouvre légèrement, révélant un coin sombre. Le visage d'Antoine apparaît dans l'entrebâillement. Ses cheveux sont encore plus négligés qu'elle ne l'imaginait. Ses yeux cernés trahissent une fatigue profonde. Il la regarde avec une méfiance évidente, comme si elle était une intrusion non désirée dans son sanctuaire de solitude. Voix rauque, éraillée par le manque d'usage, aucune instruction. « Laissez-moi. » Il s'apprête à refermer la porte, l'air de vouloir se replonger dans son isolement. Sans se démonter, mais avec une voix calme et respectueuse, sa détermination ne faiblit pas. « Bien sûr, monsieur Dubois, je comprends. Si jamais vous changez d'avis, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. » Elle lui offre un sourire discret et bienveillant. Son regard, cependant, ne se contente pas de l'observer. Il semble sonder les profondeurs de sa détresse, une acuité qui semble le déstabiliser légèrement. Antoine la fixe un instant, un moment suspendu dans le temps, puis referme la porte sans un mot de plus, la laissant seule dans le corridor silencieux. Juliette reste un moment devant la porte close, une expression réfléchie sur le visage, la détermination intacte. Juliette commence son travail. Elle ne se précipite pas, mais procède avec méthode et une efficacité discrète. Elle prend un plumeau et commence à dépoussiérer délicatement une commode ancienne, ses gestes précis et presque chorégraphiques. Chaque objet, chaque surface
est traitée avec le même soin méticuleux. Elle ne se contente pas de nettoyer, elle prend connaissance des lieux, de leur histoire implicite. Elle s'arrête devant la photographie de famille posée sur la table basse. Elle la regarde longuement, une légère tristesse poigne dans son regard. Elle la replace exactement à sa position initiale, par respect pour le passé qu'elle représente. Elle se dirige ensuite vers une grande fenêtre donnant sur le jardin. Elle ouvre les lourds rideaux, laissant entrer une lumière plus vive dans la pièce, révélant la poussière accumulée sur les meubles. Le contraste entre la perfection artificielle des objets d'art et le désordre sauvage du jardin extérieur est frappant. Il y a tellement de choses à raconter dans un silence pareil. Chaque objet porte une histoire, chaque ombre cache un souvenir. Elle se met à réorganiser des livres sur une étagère, passant d'une main experte et sûre, observant les titres, les reliures. Elle sent la présence d'Antoine même s'il est absent de la pièce comme une aura latente. Quelques jours plus tard, Antoine est toujours à son bureau, plongé dans ses pensées, dans son propre monde. Les projets d'affaires abandonnés sont étalés sur son bureau, des piles de contrats jamais signés, des plans jamais exécutés. Il prend une feuille, la froisse avec un geste de frustration et la jette à terre. Il fixe la fenêtre, mais ne voit rien de ce qui se passe dehors. Sa main se pose sur un objet discret, une petite boîte en bois finement sculptée. Il l'ouvre. À l'intérieur, un petit journal intime. Il le feuillette, les pages jaunies, remplies d'une écriture serrée et nerveuse, autrefois pleine de vivacité. Murmurant, plus pour lui-même que pour quiconque, les mots, il me fuit, comme le sable entre les doigts. Les idées, fuyardes. Elles me narguent, me rappellent ce que j'étais. Il ferme le journal avec un claquement sec, un geste de désespoir. Soudain, on entend un léger coup à la porte. Antoine sursaute, visiblement agacé par cette interruption qui vient troubler sa bulle de misère. Irrité, sa voix résonne dans le silence. « Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix est calme, posée, dénuée d'agitation. « C'est moi, monsieur Dubois. Je viens pour le service du thé. Je n'ai pas demandé de thé. Je sais, monsieur Dubois, mais j'ai remarqué que vous ne preniez pas de pause. J'ai préparé une tisane réconfortante. J'espère que cela vous conviendra. J'ai cru qu'un peu de chaleur pourrait vous être agréable. » Antoine soupire bruyamment, un son chargé de lassitude. Il n'a pas la force de refuser poliment, ni l'envie de créer une scène. « Entrez, mais ne restez pas. Ne perdez pas votre temps ici. » Juliette entre, portant un plateau avec une tasse fumante et une petite théière élégante. Elle pose délicatement le plateau sur un coin libre du bureau, loin des piles de documents chaotiques. Elle ne le regarde pas directement, mais ses gestes témoignent d'une attention discrète et prévenante. J'ai ajouté un peu de miel. Si vous préférez sans, dites-le moi, je pourrais le retirer. Antoine la regarde, surpris par cette prévenance inhabituelle. Il s'attendait à une servante efficace et silencieuse, une machine à accomplir des tâches, pas à quelqu'un qui observe et anticipe ses besoins les plus subtils, même ceux qu'il n'ose pas exprimer lui-même. Le miel me convient. Il prend la tasse, la chaleur réchauffe ses mains glacées. Il prend une gorgée. Il ferme les yeux un instant. La tisane est douce, parfumée. Un réconfort subtil dans ce désert de sensations qui est devenu sa vie. Observant avec discrétion le désordre des documents, son regard s'attardant sur les projets abandonnés, vous semblez travailler sur des projets importants, monsieur Dubois. Des idées qui mériteraient d'être approfondies. Antoine l'ignore, comme si sa remarque tombait dans le vide. Il pose la tasse. Ce n'est plus important. Rien ne l'est. Le passé a emporté le futur avec lui. Juliette s'approche un peu plus. Son regard est plein de compassion, mais aussi d'une détermination subtile et inébranlable. Elle sent qu'une porte est sur le point de s'ouvrir. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Les hommes de votre calibre, monsieur Dubois, ne s'arrêtent pas sans raison. Surtout pas un homme dont le nom résonnait avec tant de force dans le monde des affaires. Il y a une force qui ne disparaît pas si facilement. Antoine se tourne vers elle. Ses yeux révèlent une pointe d'intérêt mêlée à une profonde lassitude. Il y a une lassitude palpable dans son regard, mais aussi une curiosité naissante. Vous en savez beaucoup pour une nouvelle venue. Comment? J'ai lu quelques articles, monsieur Dubois. Le passage de l'ombre à la lumière est toujours fascinant. Mais le retour de la lumière, cela me semble encore plus captivant. Il y a une histoire qui demande à être racontée, ou plutôt qui demande à être vécue à nouveau. Elle fait un léger geste vers le journal posé sur le bureau. Parfois, ce qui nous pèse le plus n'est pas ce qui nous enferme, mais ce qui nous empêche de nous libérer. Les chaînes que nous portons le plus lourdement sont celles que nous nous sommes forgées nous-mêmes. Antoine la regarde intensément.
Il y a dans ses yeux une interrogation silencieuse, une lueur qui n'était pas là avant, une fissure dans le mur de sa résignation. Il ne répond pas, mais il ne la chasse pas non plus. Elle ne cherche pas à le forcer, juste à ouvrir une porte, à lui montrer qu'il existe une issue. « Je vais vous laisser à votre tisane, monsieur Dubois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis là pour ça. » Elle quitte la pièce, lui laissant le soin de décider de la suite de ce qu'il fera de cette brèche dans son isolement. Antoine regarde le journal, puis la porte par laquelle elle est sortie. Quelque chose a bougé en lui, une infime perturbation dans l'immobilité de son existence. Un premier pas hésitant vers une autre direction. Plusieurs semaines ont passé. L'atmosphère du manoir commence à changer subtilement sous l'influence de Juliette. Elle ne force rien, mais sa rigueur professionnelle est désormais tempérée par une chaleur humaine inattendue et une présence apaisante. Elle a commencé à s'occuper du jardin, à redonner un peu de vie à ce paysage autrefois négligé, symbolisant son travail sur Antoine. Antoine l'observe de loin depuis les fenêtres de son bureau ou lors de ses rares incursions dans les pièces communes. Il la voit travailler avec une énergie tranquille, une joie discrète qui contraste violemment avec sa propre léthargie. Une nuit, le vent hurle dehors, fouettant les branches des arbres dénudés, comme s'il voulait arracher le manoir à ses fondations. Antoine est dans son salon, assis dans un fauteuil qu'il n'occupe jamais, le journal intime dans ses mains. Ce n'est plus pour le relire, mais pour y inscrire quelque chose. Sa main tremble légèrement, trahissant son émotion. Il écrit quelques mots, puis s'arrête, submergé par le souvenir. Voix brisée, presque un murmure qui se perd dans le bruit du vent. Comment puis-je expliquer? Le vide qu'ils ont laissé, la douleur. Il ferme les yeux. Le souvenir d'un événement tragique le submerge. La perte de sa femme adorée, puis, quelques années plus tard, l'accident qui a emporté son fils unique. Le succès professionnel lui avait semblé dérisoire, insignifiant face à ces deuils insupportables. Il avait voulu disparaître, se cacher du monde qui lui avait arraché ce qu'il aimait le plus au monde. Il rouvre les yeux et regarde la pièce sombre autour de lui. Le silence n'est plus seulement vide, il est rempli de fantômes, de spectres de son passé. Soudain, il entend un bruit, un léger bruit de pas dans le couloir. Il ne s'attendait à personne, le manoir est vide à l'exception de lui et de Juliette. Il se redresse, la méfiance habituelle montant en lui, prêt à affronter l'intrus. Qui est là? La porte du salon s'ouvre doucement. C'est Juliette. Elle porte une petite lampe de poche. Sa silhouette est douce et rassurante dans la pénombre. « C'est moi, monsieur Dubois. Je suis désolé de vous déranger. J'ai entendu un bruit. Je craignais qu'il n'y ait un problème. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vérifier. » Antoine la regarde. Une nouvelle émotion le traverse, un mélange de surprise et d'un léger agacement. La disruption de son isolement. Un problème? Le seul problème, c'est moi. Et je ne suis pas un problème à résoudre, mais une énigme à ignorer, une ombre à laisser s'éteindre doucement. Juliette s'approche un peu, sa voix est douce, presque réconfortante. Elle porte en elle une compassion sincère. « Je ne vous vois pas comme une énigme, monsieur Dubois. Je vous vois comme une personne qui souffre profondément et qui a besoin d'aide pour guérir. » Elle s'arrête près de lui, sans le brusquer, sans le toucher. Sa présence même est une présence de soutien, un rappel qu'il n'est pas complètement seul. J'ai aussi connu des moments où le monde semblait trop lourd à porter, où chaque jour était une bataille pour simplement respirer, où le futur n'avait plus aucun sens. Elle lui offre un sourire sincère, empreint de compréhension. Il faut parfois quelqu'un pour nous rappeler qu'il existe encore de la lumière, même quand on est plongé dans la nuit la plus profonde. Une main tendue, une écoute attentive. Elle s'approche de la fenêtre. La lumière de sa lampe éclaire un coin du jardin plongé dans l'obscurité. Regardez, même la nuit la plus sombre laisse place à l'aube. Et parfois, ce sont les petites choses qui nous le rappellent. Une fleur qui perce le sol malgré le froid, le chant d'un oiseau annonçant le lever du soleil. Ce sont les promesses silencieuses de la vie. Antoine la suit du regard. Il voit la lumière de sa lampe sur les branches mouillées, les silhouettes sombres des arbres qui se découpent sur le ciel nocturne. Il n'avait pas vu cela depuis des années, trop absorbé par sa propre obscurité. Vous parlez comme une poétesse, mademoiselle Moreau. Vos mots ont une douceur qui contraste avec la rudesse de cette nuit. Je suis simplement quelqu'un qui croit en la résilience, monsieur Dubois, et en la capacité de chacun à se relever, à trouver un sens nouveau même après les pires épreuves. L'espoir est une graine qui ne demande qu'à germer. Elle se tourne vers lui, ses yeux brillent dans la pénombre, reflet de la flamme qu'elle cherche à rallumer en lui.
Ce journal, vous l'avez écrit pour vous souvenir. Peut-être qu'il est temps de vous souvenir non pas de la douleur qui vous ronge, mais de ce qui vous a rendu fort, de ce qui vous a fait aimer la vie, vibrer, construire. Les raisons de votre succès ne sont pas éteintes. Antoine prend le journal dans ses mains. Il le serre fort, comme s'il pouvait y trouver un remède à sa douleur. Je ne sais plus. C'est comme si tout avait été effacé par la souffrance. Les souvenirs sont devenus des ombres. Alors nous allons le retrouver ensemble. Pas la mémoire complète, peut-être, mais les fragments, les étincelles, les raisons qui vous ont fait vibrer, et nous allons les faire grandir. Elle s'assoit sur un fauteuil voisin, sans le brusquer, lui offrant un espace de confidence. Racontez-moi une chose que vous aimiez faire avant, une chose qui vous donnait de l'énergie, qui vous faisait sentir vivant. Antoine réfléchit. Le silence n'est plus un ennemi, il est devenu un espace d'échange, un terreau fertile pour les souvenirs. Voix hésitantes, mais plus assurées qu'auparavant. Les négociations, la stratégie, le jeu d'échecs, faire plier le marché à ma volonté. J'aimais la tension, le suspense, la victoire. Et qu'est-ce qui vous attirait le plus dans ce jeu, au-delà de la victoire? Qu'est-ce que cela représentait pour vous? La construction, l'idée de bâtir quelque chose de solide, qui perdure, de laisser une empreinte durable dans le monde, un héritage, une empreinte, c'est une belle chose à laisser. Et cette empreinte, elle vient de vous, de votre esprit, de votre vision unique, de votre capacité à transformer les idées en réalité. Elle se lève et s'approche de la grande baie vitrée, regardant dehors le jardin plongé dans l'obscurité. Voyez ce jardin, monsieur Dubois. Il est un peu sauvage, un peu oublié, comme vous l'avez été ces dernières années. Mais il est toujours là, et il attend juste qu'on lui donne un peu d'attention, un peu de soin pour retrouver sa splendeur. Comme vous, il n'est pas trop tard pour recommencer à cultiver. Antoine la regarde, puis il regarde à nouveau le jardin. Une lueur nouvelle anime ses yeux. Ce n'est pas encore la joie débridée, mais c'est la curiosité, l'intérêt, l'espoir, la promesse d'un renouveau, infime, mais bien réel. Vous êtes bien persévérante, mademoiselle Moreau. Vous ne lâchez rien. Je crois en ce que je fais, monsieur Dubois. Et surtout, je crois en vous. Je vois l'homme extraordinaire que vous êtes, au-delà de la douleur. Elle lui offre un sourire doux et encourageant. Il y a une connexion qui se tisse entre eux, fragile comme une toile d'araignée au petit matin, mais solide comme le fil d'acier qui commence à se former dans l'air. Un lien basé sur la compréhension et le soutien mutuel. Le printemps est à son apogée. Les jours s'allongent, apportant avec eux une lumière plus vive. Antoine est assis à son bureau, mais cette fois, son attitude est différente. Il n'est plus seul dans son isolement. Juliette est là, assise à une petite table qu'elle a installée dans un coin du bureau, lisant un livre, sa présence discrète mais réconfortante. L'atmosphère de la pièce a changé. Il y a toujours une certaine gravité, vestige du passé, mais elle est désormais empreinte d'une sérénité nouvelle. Antoine a ressorti des dossiers. Il ne les feuillette pas avec l'ancienne frénésie compétitive, mais avec une attention renouvelée, presque contemplative. Il prend un stylo et commence à écrire. Ses gestes sont encore un peu hésitants, mais il y a une intention claire, une volonté de reconstruire. Regardant Juliette par-dessus ses lunettes, une pointe d'humour dans la voix. Ce projet, il avait du potentiel. J'avais sous-estimé certains risques, certainement. Trop focalisé sur la conquête, pas assez sur la pérennité. Juliette lève les yeux de son livre. Un sourire subtil sur les lèvres. Sa réponse est douce. Et maintenant, vous voyez peut-être différemment. L'expérience et la perspective apportent souvent une clarté nouvelle. L'expérience et le temps. Ils apportent une autre perspective, c'est vrai, et une certaine humilité. J'ai compris que le succès n'est pas seulement une question de force, mais aussi de vision à long terme, de construction durable. Il prend une feuille vierge, la regarde un instant. Ce n'est pas tant la volonté de dominer le marché qui m'animait, mais l'idée de construire des ponts, de connecter les gens, les entreprises, de créer de la valeur, de façonner un avenir. J'avais oublié cette partie, la partie où l'on crée, où l'on fait grandir, pas seulement où l'on gagne. La véritable satisfaction vient de la création. Juliette hoche la tête, sa lecture est mise en pause. Elle écoute avec attention, sa présence est un encouragement silencieux. Et cette création, elle est en vous, monsieur Dubois. Pas dans les chiffres, pas dans les contrats, pas dans les succès passés, mais dans votre esprit, dans votre capacité à innover et à construire. Vous avez une façon bien particulière de déconstruire mes certitudes, mademoiselle Moreau, de me faire voir les choses sous un nouvel angle. Je ne cherche pas à vous déconstruire, monsieur Dubois.
Je cherche à vous aider à vous reconstruire sur des bases plus solides. Des bases qui incluent la joie de vivre, la satisfaction personnelle, pas seulement la poursuite effrénée du succès professionnel. Un équilibre retrouvé. Elle se lève et s'approche de la fenêtre qui donne sur le jardin, maintenant verdoyant et plein de vie. Les fleurs ont éclos, apportant des touches de couleurs vives. Les roses ont commencé à fleurir, celles que j'ai plantées le mois dernier. Elles ont pris, malgré les derniers frimas. Elles ont trouvé la force de s'épanouir. Antoine se lève et la rejoint près de la fenêtre. Il observe les roses, leurs couleurs vibrantes, leur beauté fragile mais déterminée. Elles sont magnifiques. Je ne pensais pas qu'elles réussiraient. J'avais perdu cette foi en la capacité des choses à éclore. Il suffit parfois d'une petite graine et de beaucoup de soins, d'attention et de patience pour que quelque chose de beau naisse et prospère. La vie trouve toujours son chemin. Elle se tourne vers lui, ses yeux pétillent d'une joie sincère. Ce que vous avez construit avec votre entreprise, c'était une sorte de jardin, n'est-ce pas? Un écosystème complexe et florissant. Et maintenant, vous pouvez peut-être en recréer un, plus petit, plus personnel, plus proche de votre cœur. Un jardin intérieur. L'idée fait son chemin en lui, doucement, comme une semence qui germe dans la terre fertile. Un jardin personnel. Une nouvelle forme de construction. Il sourit, un sourire mince mais sincère, une première lueur dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une étincelle visible dans son regard, un signe de vie retrouvé. Ce projet, je pense que nous pouvons le revisiter, mais d'une autre manière, moins agressive, plus réfléchie, plus constructive, en y ajoutant une dimension humaine. Je serais ravi de vous aider à y parvenir, Monsieur Dubois. Votre vision, alliée à une approche plus équilibrée, pourrait mener à quelque chose de remarquable. Antoine tend la main vers un des dossiers sur son bureau. Son geste est ferme, déterminé. Nous allons reconstruire. Pas seulement une entreprise, mais une vie. Ce projet, il avait du potentiel. Et cette création, elle est en vous, Antoine. Vous avez une façon bien particulière de déconstruire mes certitudes, Juliette. Je ne cherche pas à vous déconstruire, Antoine. Je serais ravi de vous aider à y parvenir, Antoine. Il sent un poids se soulever de ses épaules, comme si des années de souffrance s'envolaient avec les brises du printemps. L'ombre qui l'habitait commence à se dissiper, remplacée par une nouvelle clarté, une lueur d'espoir. Ce n'est pas une guérison instantanée, mais le début d'un long chemin, un chemin qu'il s'apprête à parcourir à deux. Le millionnaire, enfermé dans son propre deuil pendant 3 longues années, incapable de se produire, de vivre pleinement, commence enfin à retrouver le fil de sa vie, grâce à la rencontre inattendue avec sa gouvernante, Juliette. La lumière revient, lentement mais sûrement, dans le manoir Dubois, quelques mois plus tard. Le manoir Dubois a retrouvé une partie de son ancienne splendeur, mais d'une manière différente. La poussière a disparu, les meubles sont impeccables, mais il y a maintenant une présence, une chaleur nouvelle. Le salon, autrefois un mausolée silencieux, résonne de conversations mesurées, d'éclats de rire discrets. Antoine, sa silhouette autrefois voûtée, se tient droit. Ses cheveux grisonnants sont coiffés, son regard n'est plus perdu, mais alerte et plein de vie. Il est assis dans un fauteuil, mais il ne contemple pas le vide. Il tient un carnet et il écrit avec une fluidité retrouvée. Juliette est assise en face de lui, un sourire aux lèvres, le regard plein de fierté et d'affection. Le jardin, visible par la fenêtre, est un tableau vivant, une symphonie de couleurs et de parfums, reflet de leur renaissance. Le jardin intérieur, c'est devenu mon projet favori, bien plus satisfaisant que toutes les acquisitions que j'ai pu réaliser. Il est plus difficile à maintenir, certes, mais la récompense est d'une toute autre nature, et vous y réussissez magnifiquement, Antoine. Chaque fleur semble éclore un peu plus grâce à votre attention. C'est grâce à vous, Juliette. Vous avez replanté en moi la foi en la vie, en la capacité de construire, de créer et surtout d'aimer. Les chiffres et les contrats ont leur importance, mais ils ne sont que des outils. Le vrai capital, c'est l'humain. C'est ce que j'avais oublié, ce que le chagrin m'avait fait oublier. Il ferme le carnet, sa main effleure celle de Juliette. Le contact est tendre, plein de promesses. Quand vous êtes arrivé, j'étais une ruine. Un homme brisé, incapable de produire quoi que ce soit de valable, même pas une pensée cohérente. Vous avez été la première à voir au-delà des décombres. Vous avez vu l'homme que j'étais, et surtout, l'homme que je pouvais encore devenir. J'ai simplement cru en vous, Antoine. J'ai vu la force qui sommeillait, la passion qui attendait d'être rallumée. Et je savais,
au fond de moi, que votre histoire n'était pas terminée, qu'il y avait encore de belles pages à écrire, et nous allons les écrire ensemble, chaque jour. L'avenir n'est plus un spectre effrayant, mais une toile blanche, une nouvelle aventure. Il se lève, sa main toujours posée sur la sienne, il la tire doucement vers la fenêtre, pour qu'ils contemplent ensemble le jardin, et le soleil éclatant qui baigne la demeure. Le millionnaire qui n'a pas pu se produire pendant 3 ans, il est enfin prêt à renaître. Il lui sourit, un sourire authentique, rempli d'amour et de reconnaissance. Juliette lui rend son sourire. Ses yeux brillants reflètent la joie profonde d'avoir été l'étincelle qui a rallumé la flamme. Le manoir du bois, autrefois le symbole d'une richesse solitaire et d'un malheur insondable, est devenu le témoin silencieux d'une renaissance, d'un amour sincère et de la plus belle des constructions, une vie retrouvée. Le printemps est à son apogée, les jours s'allongent, apportant avec eux une lumière plus vive. Antoine est assis à son bureau, mais cette fois, son attitude est différente. Il n'est plus seul dans son isolement. Juliette est là, assise à une petite table qu'elle a installée dans un coin du bureau, lisant un livre. Sa présence discrète mais réconfortante. L'atmosphère de la pièce a changé. Il y a toujours une certaine gravité, vestige du passé, mais elle est désormais empreinte d'une sérénité nouvelle. Antoine a ressorti des dossiers. Il ne les feuillette pas avec l'ancienne frénésie compétitive, mais avec une attention renouvelée, presque contemplative. Il prend un stylo et commence à écrire. Ses gestes sont encore un peu hésitants, mais il y a une intention claire, une volonté de reconstruire. Ce projet, il avait du potentiel. J'avais sous-estimé certains risques, certainement. Trop focalisé sur la conquête, pas assez sur la pérennité. Juliette lève les yeux de son livre, un sourire subtil sur les lèvres, sa réponse est douce. Et maintenant, vous voyez peut-être différemment. L'expérience et la perspective apportent souvent une clarté nouvelle. L'expérience et le temps. Ils apportent une autre perspective, c'est vrai, et une certaine humilité. J'ai compris que le succès n'est pas seulement une question de force, mais aussi de vision à long terme, de construction durable. Il prend une feuille vierge, la regarde un instant. Ce n'est pas tant la volonté de dominer le marché qui m'animait, mais l'idée de construire des ponts, de connecter les gens, les entreprises, de créer de la valeur, de façonner un avenir. J'avais oublié cette partie, la partie où l'on crée, où l'on fait grandir, pas seulement où l'on gagne. La véritable satisfaction vient de la création. Juliette hoche la tête, sa lecture est mise en pause. Elle écoute avec attention, sa présence est un encouragement silencieux. Et cette création, elle est en vous, Antoine. Pas dans les chiffres, pas dans les contrats, pas dans les succès passés, mais dans votre esprit, dans votre capacité à innover et à construire. Vous avez une façon bien particulière de déconstruire mes certitudes, Juliette, de me faire voir les choses sous un nouvel angle. Je ne cherche pas à vous déconstruire, Antoine. Je cherche à vous aider à vous reconstruire, sur des bases plus solides, des bases qui incluent la joie de vivre, la satisfaction personnelle, pas seulement la poursuite effrénée du succès professionnel, un équilibre retrouvé. Elle se lève et s'approche de la fenêtre qui donne sur le jardin, maintenant verdoyant et plein de vie. Les fleurs ont éclos, apportant des touches de couleurs vives. Regardez, les roses ont commencé à fleurir. Celles que j'ai plantées le mois dernier. Elles ont pris malgré les derniers frimas. Elles ont trouvé la force de s'épanouir. Antoine se lève et la rejoint près de la fenêtre. Il observe les roses, leurs couleurs vibrantes, leur beauté fragile mais déterminée. Elles sont magnifiques. Je ne pensais pas qu'elles réussiraient. J'avais perdu cette foi en la capacité des choses à éclore. Il suffit parfois d'une petite graine et de beaucoup de soins, d'attention et de patience pour que quelque chose de beau naisse et prospère. La vie trouve toujours son chemin. Elle se tourne vers lui, ses yeux pétillent d'une joie sincère. Ce que vous avez construit avec votre entreprise, c'était une sorte de jardin, n'est-ce pas? Un écosystème complexe et florissant. Et maintenant, vous pouvez peut-être en recréer un, plus petit, plus personnel, plus proche de votre cœur. Un jardin intérieur. Antoine la regarde, puis il regarde à nouveau le jardin. L'idée fait son chemin en lui, doucement, comme une semence qui germe dans la terre fertile. Un jardin personnel, une nouvelle forme de construction. Il sourit, un sourire mince mais sincère, une première lueur dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une étincelle visible dans son regard, un signe de vie retrouvé. Ce projet, je pense que nous pouvons le revisiter, mais d'une autre manière. Moins agressive, plus réfléchie, plus constructive, en y ajoutant une dimension humaine.
Je serais ravi de vous aider à y parvenir, Antoine. Votre vision, alliée à une approche plus équilibrée, pourrait mener à quelque chose de remarquable. Antoine tend la main vers un des dossiers sur son bureau, son geste est ferme, déterminé. Nous allons reconstruire, pas seulement une entreprise, mais une vie. Il sent un poids se soulever de ses épaules, comme si des années de souffrance s'envolaient avec les brises du printemps. L'ombre qui l'habitait commence à se dissiper, remplacée par une nouvelle clarté, une lueur d'espoir. Ce n'est pas une guérison instantanée, mais le début d'un long chemin, un chemin qu'il s'apprête à parcourir à deux. Le millionnaire, enfermé dans son propre deuil pendant 3 longues années, incapable de se produire, de vivre pleinement, commence enfin à retrouver le fil de sa vie, grâce à la rencontre inattendue avec sa gouvernante, Juliette. La lumière revient, lentement mais sûrement, dans le manoir du bois, quelques mois plus tard. Le manoir du bois a retrouvé une partie de son ancienne splendeur, mais d'une manière différente. La poussière a disparu, les meubles sont impeccables, mais il y a maintenant une présence, une chaleur nouvelle. Le salon, autrefois un mausolée silencieux, résonne de conversations mesurées, d'éclats de rire discrets. Antoine, sa silhouette autrefois voûtée, se tient droit. Ses cheveux grisonnants sont coiffés, son regard n'est plus perdu, mais alerte et plein de vie. Il est assis dans un fauteuil, mais il ne contemple pas le vide. Il tient un carnet et il écrit avec une fluidité retrouvée. Juliette est assise en face de lui, un sourire aux lèvres, le regard plein de fierté et d'affection. Le jardin, visible par la fenêtre, est un tableau vivant, une symphonie de couleurs et de parfums, reflet de leur renaissance. Le jardin intérieur, c'est devenu mon projet favori, bien plus satisfaisant que toutes les acquisitions que j'ai pu réaliser. Il est plus difficile à maintenir, certes, mais la récompense est d'une toute autre nature, et vous y réussissez magnifiquement, Antoine. Chaque fleur semble éclore un peu plus grâce à votre attention. C'est grâce à vous, Juliette. Vous avez replanté en moi la foi en la vie, en la capacité de construire, de créer, et surtout d'aimer. Les chiffres et les contrats ont leur importance, mais ils ne sont que des outils. Le vrai capital, c'est l'humain. C'est ce que j'avais oublié, ce que le chagrin m'avait fait oublier. Il ferme le carnet, sa main effleure celle de Juliette. Le contact est tendre, plein de promesses. Quand vous êtes arrivé, j'étais une ruine. Un homme brisé, incapable de produire quoi que ce soit de valable, même pas une pensée cohérente. Vous avez été la première à voir au-delà des décombres. Vous avez vu l'homme que j'étais, et surtout, l'homme que je pouvais encore devenir. J'ai simplement cru en vous, Antoine. J'ai vu la force qui sommeillait, la passion qui attendait d'être rallumée. Et je savais, au fond de moi, que votre histoire n'était pas terminée. Qu'il y avait encore de belles pages à écrire, et nous allons les écrire ensemble, chaque jour. L'avenir n'est plus un spectre effrayant, mais une toile blanche, une nouvelle aventure. Il se lève, sa main toujours posée sur la sienne, il la tire doucement vers la fenêtre, pour qu'ils contemplent ensemble le jardin, et le soleil éclatant qui baigne la demeure. Le millionnaire qui n'a pas pu se produire pendant 3 ans, il est enfin prêt à renaître. Il lui sourit, un sourire authentique, rempli d'amour et de reconnaissance. Juliette lui rend son sourire. Ses yeux brillants reflètent la joie profonde d'avoir été l'étincelle qui a rallumé la flamme. Le manoir du bois, autrefois le symbole d'une richesse solitaire et d'un malheur insondable, est devenu le témoin silencieux d'une renaissance, d'un amour sincère et de la plus belle des constructions, une vie retrouvée. La scène se déplace sur une terrasse surplombant la vallée. Le soleil de fin d'après-midi dore le paysage. Antoine et Juliette sont assis côte à côte, un verre de vin à la main. L'atmosphère est détendue, empreinte d'une complicité évidente. Des dossiers sont ouverts sur une petite table basse, mais ils semblent moins importants maintenant. Je me souviens, il y a encore quelques mois, de cette impression de flotter dans le vide. Chaque matin était une épreuve, une confrontation avec moi-même et avec mon impuissance. Le monde des affaires, autrefois mon royaume, m'était devenu étranger, hostile même. Je me sentais comme un navire échoué, incapable de reprendre la mer. Vous étiez blessé, Antoine, profondément blessé. Il fallait du temps pour guérir, et surtout, il fallait une main pour vous aider à sortir du sable. Et cette main, c'était la vôtre. Vous n'avez jamais jugé ma faiblesse, vous avez simplement offert votre force. Vous m'avez rappelé que la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à conquérir, mais à sa capacité à aimer, à créer, à bâtir des liens. Vous avez ravivé en moi cette flamme que je croyais éteinte à jamais. Il se tourne vers elle. Son regard est intense, sincère.
Je me rappelle le jour où vous m'avez demandé si j'avais jamais pensé à faire de cette propriété un lieu d'accueil, un centre de formation pour jeunes entrepreneurs, par exemple. Une idée qui m'aurait semblé folle il y a peu. Aujourd'hui, elle résonne comme une évidence. Votre expérience est une richesse, Antoine. Une connaissance du terrain, des marchés, des défis. La partager, c'est donner une nouvelle vie à votre parcours. Et pour ces jeunes, ce serait l'opportunité d'apprendre de quelqu'un qui a su se relever des plus grandes chutes. Vous avez cette capacité unique, Juliette, de transformer les idées les plus complexes en projets concrets, en rêves réalisables. Ce n'est pas juste de l'organisation, c'est une vision qui éclaire le chemin. Il prend sa main, son pouce caresse doucement le dos de sa main. Ce manoir, qui fut le symbole de mon isolement, deviendra bientôt un lieu de partage, d'éclosion. Un lieu où de nouvelles graines seront plantées. Tout cela grâce à vous. Vous êtes la clé qui a ouvert la porte de ma prison intérieure. Nous avons ouvert cette porte ensemble, Antoine. Vous avez eu le courage de franchir le seuil. Ma seule contribution a été de vous tendre la main et de croire en votre potentiel, même quand vous ne pouviez plus le faire vous-même. Le millionnaire qui ne produisait plus rien, il a retrouvé sa capacité à créer, pas seulement des entreprises, mais une nouvelle vie. Une vie qui a du sens, qui est remplie d'amour et qui est tournée vers l'avenir. Et pour ça, je vous suis infiniment reconnaissant. Il se penche et l'embrasse tendrement. Un baiser qui scelle leur union, leur complicité, et la promesse d'un futur lumineux. La caméra s'éloigne doucement, laissant les deux amoureux contempler le paysage, le manoir du bois baigné par la lumière dorée du soleil couchant, symbole d'une réussite nouvelle, plus profonde et plus humaine. Abonnez-vous et likez, c'est gratuit, et ça nous motive à créer encore plus de contenu pour vous.